Aujourd'hui, je vais vous parler de différence des sexes et de sexisme, mais je vais d'abord commencer par vous remercier pour les innombrables commentaires qu'il y a eu sous ma vidéo consacrée à Orelsan. Il y a plus de 500 commentaires à l'heure où je fais cette vidéo, beaucoup d'échanges argumentés et courtois, et ça m'a fait très plaisir. Alors évidemment, c'est pas le cas de tous les échanges, il y a des gens qui s'insultent, il y a des gens qui m'insultent, il y a même des gens qui m'ont menacé physiquement, menaces de mort, menaces d'agression, etc. Bon, j'ai un message pour les parents de ces personnes. Vos enfants risquent de redoubler leur CE2 s'ils passent trop de temps sur internet. J'essaie de répondre au maximum à tout le monde, quand les commentaires sont évidemment bienveillants, argumentés, etc. Je note que même les meilleurs commentaires ont souvent des gros problèmes d'orthographe. Donc relisez-vous peut-être, je sais pas, faites un truc. Moi aussi je fais plein de fautes, des fautes d'inattention, je suis un petit peu dyslexique, etc. Ou dysgraphique, ou dyspraxique, je ne sais pas exactement. Mais j'essaie de me relire pour corriger mes erreurs quand je vous réponds. Essayez de faire pareil, franchement tout le monde gagnera à ce que l'orthographe soit un petit peu plus rigoureux. Trêve d'introduction, je vais rebondir sur un sujet en particulier parce que malheureusement quand on s'attaque à des sujets comme la censure d'Orelsan par des associations féministes, qui n'ont de féministes que le nom, parce que ce sont des associations de moralisatrices, de censeurs, bref, ça sent pas très bon. Inévitablement, on a des interventions venues du camp opposé, que je vais appeler les virilistes. Alors pourquoi je parle de viriliste et pas de masculiniste ? Tout simplement parce que le masculinisme, c'est un truc, quand on va sur Wikipédia, on voit qu'il y a deux manières d'entendre ce terme, exactement comme pour le féminisme. Il y a la version cool, la version positive, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent aux droits humains, mais qui ont choisi de se spécialiser dans les droits masculins et qui ne contredisent pas du tout les féministes, etc. Et puis l'autre acceptation du terme, eh bien c'est la version ultra péjorative, des masculinistes qui seraient pour le patriarcat, qui seraient machistes, misogynes, qui diraient que c'est à l'homme de diriger le monde, bref, du gros bullshit. Donc un terme qui est aussi ambigu, c'est pas très pratique de l'utiliser. Ce qui est intéressant avec le mot virilisme, c'est qu'il est clairement péjoratif. Ce qui va m'amener à soulever un premier point, mais on va y revenir parce que je vais parler d'un commentaire précis, qui mentionne un livre de Otto Weininger appelé Sexe et caractère. Alors, faut savoir que ce livre date de 1903. Je pourrais bien sûr évoquer le fait qu'il a été édité par la maison d'édition d'Alain Soral, Contre-Culture, mais ce serait un peu faire du déshonneur par association parce que, je cite mon Emmanuel Todd, ce n'est pas parce qu'Hitler affirme que l'Angleterre est une île que ce n'est pas une île. De même que Emmanuel Macron ou Manuel Valls peuvent dire des choses qui sont vraies, par exemple si François Hollande vous affirme que la Creuse est un département français, oui, c'est un département français. Même Alain Soral ou Conversano ou Usul peuvent dire des choses qui sont vraies. Toute la question étant quelle est la proportion de choses vraies qu'ils disent, et est-ce que vous avez envie d'investir du temps et l'énergie dans le fait de trier leurs propos, ou est-ce que vous préférez pas aller vous informer ailleurs ? Dans le cas d'Otto Weininger, le problème c'est pas la maison d'édition, c'est que l'ouvrage date de 1903, le mec l'a écrit avant de se suicider quand il avait 23 ans. Le problème c'est qu'en 1903, l'état de connaissance scientifique de l'humanité était pas tout à fait le même qu'en 2018. Weininger essaye de disserter sur un principe féminin et un principe masculin, mais dans ce cas-là, si c'est pour consulter des auteurs qui sont décédés, vous lisez le discours de la tortue, alors l'auteur n'est pas décédé, mais ça parle de la Chine ancestrale, d'accord ? Donc on monte un petit peu plus loin dans le temps, ça parle de yin et de yang, et en plus vous allez apprendre plein de trucs sur la culture historique chinoise, ça sera quasiment un livre d'histoire, ça sera vachement intéressant, et ce n'est pas un livre sexiste. Oui, parce qu'en fait l'auteur explique que le yin, qui est donc l'équivalent du principe féminin dans la version yin et yang, dans la vision comme ça dualiste du monde, que le yin est en fait ultra valorisé dans la culture chinoise, malgré certains épisodes sordides comme l'histoire des Chinoises aux pieds bandés. Mais la vraie question, c'est, en 2018, a-t-on besoin d'adhérer à une vision dualiste du monde avec un principe féminin et un principe masculin ? Vous avez deviné mon opinion, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Eh bien tout simplement parce qu'on peut s'intéresser au rapport homme-femme sous un angle très différent, celui de l'anthropologie et celui de la biologie. Je viens en effet de prononcer le gros mot « biologie » qui irrite un petit peu les social justice warriors pseudo-féministes intersectionnels, notamment aux États-Unis, qui, pour certaines, en sont venus à carrément nier la réalité biologique. Je vais donc rappeler quelque chose qui, j'espère, augmentera votre culture politico-sociologique. Ce qu'on appelle la théorie du genre n'est pas une théorie, à la base ça vient de ce qu'on appelle les études de genre. Et les études de genre, c'est une attitude anthropologique consistant à étudier les différences entre les sexes au sein de différentes cultures.
Et la Corléone des études de genre, la marraine des études de genre, c'est Margaret Mead. Margaret Mead, qui dans les années 30, dans les années 20, je sais plus, est partie aux îles Samoa. Vous trouvez son travail sur les îles Samoa compilé, parce qu'elle a été plusieurs fois, plusieurs années, etc., compilé donc sous le titre « Mœurs et sexualité en Océanie ». Cette personne a étudié 4 ethnies différentes. Elle a dit, regardez, les caractères masculins et féminins, hein, c'est pas que les femmes, c'est les caractères des uns et des autres sont très différents selon les cultures, selon les ethnies. C'est donc que la culture joue un rôle dans la personnalité vue comme féminine et dans la personnalité vue comme masculine. Ce qui est très drôle, c'est que dire ça en 2018, je pense que ça devrait être un allant de soi. C'est-à-dire qu'il est évident que la culture influence les gens. Le problème, parce que j'en vois qui vont me dire « ouais, mais ça veut dire que la culture du viol existe, etc. » Quand vous faites des statistiques, il est très rare d'obtenir un résultat de 100%. Donc imaginons que vous disiez que 100% des habitants de la France vivent dans une culture qui serait la culture française, qui reste encore à définir. Hein. Est-ce que la culture française, c'est Malraux ou c'est le kebab? Il est impossible de prouver que 100%, enfin il est impossible, on peut faire des statistiques sur l'intégralité de la population, mais il est très peu probable que vous obteniez un résultat qui montre que 100% des personnes résidant en France sont exposées à la même culture et ils sont réceptives dans la même proportion. Tout simplement parce qu'il y a un truc qui s'appelle la variance individuelle. Et cette variation individuelle, elle ne s'explique pas entièrement, mais elle s'explique en partie par la biologie. Et aussi par des micro-environnements. C'est-à-dire que si on part du principe qu'il y a une culture française, si on imagine qu'elle est uniforme, eh bien elle s'infiltre différemment dans les familles. Et selon la région où vous vivez, vous êtes confronté à d'autres cultures. Selon que vous allez étudier dans un lycée privé catholique ou dans l'enseignement public, vous n'êtes pas exposé aux mêmes stimuli culturels. Donc moralité, il y a un système de matrioshka, hein, de poupée russe culturelle d'un côté, et en plus, il y a la variation biologique individuelle. Alors je reviendrai plus avant sur ces notions de culture et de biologie dans le prochain épisode de Check tes biais. C'est prévu, je suis en train de travailler sur le script, mais en attendant, je vais me contenter de dire quelque chose qui est assez simple, qui est de dire que l'inné et l'acquis, ou si vous préférez la biologie et l'environnement ou la culture, interagissent et que les deux participent au chemin de vie des individus. Et donc elles participent aussi à la personnalité, à la sexualité, aux identités sexuelles, etc. Notez que Margaret Mead n'a jamais nié l'importance de la biologie. D'ailleurs, elle a été membre de l'école de Palo Alto parce qu'elle était mariée à Gregory Bateson, qui est un des pionniers de Palo Alto. Et je peux vous dire qu'au niveau intellectuel, on est loin de ce que propose Alain Soral ou de ce que propose Ovidi ou Caroline Forrest. Donc à l'origine, les études de genre n'ont jamais visé à nier la biologie. Elles ont juste visé à vérifier qu'il y avait aussi une composante culturelle. Et c'est uniquement plus tard, au fil des années, qu'un certain nombre de personnes un petit peu extrêmes aux États-Unis ont commencé à nier la pertinence même de la biologie. Un point de vue qui revient à nier le réel et qui n'est pas très utile. Tout ça pour vous dire que quand je lis un commentaire où quelqu'un m'explique que le féminisme ne valorise pas les femmes, ou qu'il les met en guerre et en rébellion contre l'homme blanc, oui, c'est le cas de certaines personnes qui se disent féministes. C'est le cas des social justice warriors. Mais il y a du féminisme intelligent, comme il y a du masculinisme intelligent. C'est pas la question. Et quand cette personne ose écrire que les femmes intelligentes défendent le patriarcat, une notion qui reste à explorer, mais que je ne vais pas explorer dans cette vidéo, que les femmes intelligentes sont soumises à l'homme, mais mec, faut redescendre sur Terre, tu planes complètement. Intelligence et soumission, c'est deux titres qui sont un peu antinomiques, tu vois. Et je trouve ça assez dramatique que le débat sur les rapports hommes-femmes soit colonisé d'un côté par des virilistes de droite et de l'autre côté par des social justice fascistes de gauche, parce que les deux racontent n'importe quoi. Je vais prendre un seul exemple, celui du dimorphisme sexuel. J'ai derrière moi un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Le sexe, l'homme et l'évolution de Pascal Pic, paléoanthropologue, professeur au Collège de France, et Philippe Breneau qui est psychiatre et thérapeute de couple. Ce livre est très intéressant, il fait un état des lieux, des points communs et des différences entre l'espèce Homo sapiens et les autres comportements sexuels chez les hominidés, donc ce qu'on appelle les grands singes, les gorilles, les orang-outans, les bonobos, etc. Or, le dimorphisme sexuel, c'est quelque chose qui est invoqué parfois par les virilistes pour expliquer que l'homme doit protéger la femme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le dimorphisme sexuel, ça veut dire que dans une espèce animale donnée, en l'occurrence Homo sapiens, il y a une différence de morphologie récurrente entre les hommes et les femmes. Chez Homo sapiens, l'homme est en moyenne plus grand et plus musclé que la femme, alors que la femme est plus petite et plus grasse.
Mais on parle d'une moyenne, parce qu'en biologie, on étudie des ensembles de populations, et on fait la moyenne de ces ensembles. Je vous donne un exemple très simple. Si vous prenez un homme portugais, uniquement sur la base de sa nationalité, de manière aléatoire, et si vous prenez une femme serbe, il y a une très forte chance pour que la femme soit plus grande que l'homme, tout simplement parce que la moyenne de taille chez les Serbes, hommes et femmes, est beaucoup plus élevée. La moyenne des hommes serbes, la taille moyenne des hommes serbes, c'est 1,87 m. Mais j'ai déjà rencontré des Serbes qui étaient petits. Et là encore, l'environnement joue un rôle, parce que si vous me mettez sur une balance qui mesure l'indice de masse corporelle à côté d'une combattante de MMA ou d'une joueuse de tennis professionnelle qui est dans les 20 premières mondiales, elles vont être plus musclées que moi, elles vont avoir moins de graisse que moi, même si je fais 1,90 m et que je fais du sport. 100% des individus ne sont pas dans la moyenne. Or, le dimorphisme sexuel est souvent invoqué dans une espèce de pseudo-approche biologiste ou évolutionniste par les virilistes pour dire que c'est normal que les hommes protègent les femmes. Alors, j'ai un scoop pour tous les gens qui n'ont jamais fait de self-défense, qui n'ont jamais étudié la réalité martiale et les trucs un peu sales. Une femme de 50 kg qui possède un couteau, un vrai couteau de chasse, ou un couteau de boucher, ou un couteau de cuisine, et qui est très en colère, moi j'ai pas envie de me battre avec elle. Je le précise au passage, le dimorphisme sexuel, il est pas lié d'un fait que les hommes dominaient les femmes, comme le pensent les virilistes. Il n'est pas non plus né d'une privation de protéines, comme l'affirment Françoise Héritier et d'autres illuminés avec la théorie du steak. Le dimorphisme sexuel, il vient de la compétition entre les mâles pour les femelles, d'un point de vue évolutif. Comme les hommes se battent pour les femelles, évidemment les plus gaillards, les plus musclés, les plus agressifs aussi d'ailleurs, sont sélectionnés parce qu'ils ont un meilleur succès reproductif. Mais je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas très intéressés par la biologie, que l'évolution, elle ne s'est pas arrêtée. L'évolution naturelle, elle continue. Ce qui veut dire que si, culturellement, on se met à sélectionner plutôt les mâles doux que les mâles agressifs, et que du coup, les mâles agressifs, je sais pas, ils sont tous en prison, ou alors les femmes les boycottent pour X raisons, ils ont un moindre succès reproducteur, il est très probable que dans 17 générations, on ait une population de mâles qui est beaucoup plus douce, voire peut-être que le dimorphisme se soit réduit. Et je vous avoue que je trouve ça désespérant de voir qu'en 2018, il y a des gens qui citent un livre de 1903 écrit par un mec qui n'était ni biologiste, ni sociologue, ni psychologue, qui prétend donner la définition du principe masculin et du principe féminin. Pour conclure cette vidéo, qui n'est pas exhaustive évidemment sur la question des différences hommes-femmes, etc., de l'égalité des chances, du sexisme, je pourrais en refaire d'autres éventuellement, mais présentement je voulais juste réagir à cette propagande viriliste absolument débile qui ne vaut pas mieux que la propagande négationniste sur le plan biologique des social justice warriors ou de certains social justice fascistes qui nient carrément la biologie dans la construction des identités. Si vous voulez approfondir et que vous voulez comprendre pourquoi les virilistes de droite ou les social justice fascistes de gauche sont complètement à la masse, je vous invite à lire un article que j'ai écrit qui fait une quinzaine de pages. 15 pages, ça fait même pas un chapitre de livre, mais ça demande un petit peu plus de concentration qu'un billet pause café de 500 mots. Un article qui est une synthèse, ou plutôt une introduction à un ouvrage états-unien qui s'appelle Spiral Dynamics, qui est une des pierres angulaires de ma pratique de coaching, et qui vous expliquera ce qu'on appelle les métasystèmes de valeurs, et vous pourrez comprendre à quel métasystème de valeurs appartiennent les idéologies social justice ou virilistes de part et d'autre. Il y a une fiche qui va s'afficher pour vous emmener vers l'article, il y aura le lien dans la description, et si vous avez la flemme de lire un article de 15 pages, ce qui est très dommage pour vous, parce que ça veut dire que vous avez peut-être aussi la flemme de lire des livres, et si vous lisez pas de livres, votre développement personnel, il va en prendre un énorme coup, voilà, mais vous faites comme vous voulez. Si vous préférez les vidéos, je vous incite à chercher sur YouTube les différentes conférences de Jordan Peterson. C'est quelqu'un qui s'intéresse au rapport homme-femme et qui essaye de faire quelque chose de rigoureux, qui essaye, je suis pas d'accord avec lui surtout, loin de là, ne serait-ce parce qu'il est croyant et que moi je suis athée, mais il essaye de tirer le débat vers le haut, il essaye de faire quelque chose qui est sourcé, qui est rigoureux intellectuellement, et quand je vois la qualité de ce que produit intellectuellement ce mec, je me dis qu'on a besoin de plus de personnes du niveau de Jordan Peterson pour tirer le débat vers le haut. Prenez soin de vous, prenez soin du monde. Souvenez-vous que le virilisme et le social justice fascisme, c'est à peu près du même niveau de médiocrité intellectuelle. Ça peut servir.